Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le round-up de questions d'actu. Le président de la République réunit ce jeudi les opérateurs économiques pour consolider les succès de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025, tenue en septembre dernier à Alger, clôturée par la signature de contrats d'une valeur historique de plus de 48 milliards de dollars, dont 11,4 milliards pour l'Algérie. Alger se taille donc la part du lion dans le commerce et l'investissement africain et se place en tête des pays participants à cet événement continental de résonance internationale. Pour Abdelmajid Tebboune, l'IATF 2025 a été l'occasion pour les opérateurs économiques publics et privés algériens de prouver que l'économie nationale était sur la bonne voie. En deuxième partie d'émission, le Marzen réprime la jeunesse marocaine dans le sang. Hier, les premières victimes de l'offensive des forces de l'ordre sont tombées sous les balles assassines du régime en place. Bilan provisoire, 3 morts, plusieurs centaines de blessés et des centaines d'arrestations, au moins 400 recensés pour l'heure. Rabat secoué par des manifestations d'ampleur inédite et organisées par le mouvement Gen Z 212 qui réclame de meilleurs systèmes d'éducation, de santé et la fin de la corruption généralisée dans le pays. Les contestations populaires ont un caractère cyclique au Maroc depuis le mouvement du 20 février de 2011. Ces manifestations de la Gen Z 212 seraient d'ailleurs l'héritage de plus d'une décennie de revendications étouffées par la brutalité policière marocaine. Ce matin, le collectif à l'origine de la mobilisation a appelé à la démission du Premier ministre marocain. On en parle avec nos consultants sur le plateau. Zine Cherfaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sami Kaïdi, bonsoir. Merci également. Bonsoir et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir à vous également. Bonsoir. On va commencer donc avec cette rencontre tenue, organisée sous la présidence du chef de l'État. Et cette IATF 2025, c'est d'abord une édition qui a dépassé l'objectif initial, Monsieur Kaoubi, des 44 milliards de dollars de transactions. Nous avons clôturé cette IATF à Alger avec plus de 48 milliards. Ce succès est dû à quoi, selon vous ? Bon, le succès est dû principalement à l'implication de l'Algérie pour faire de cet événement une réussite, par rapport déjà à un nombre de participants qui était record par rapport aux éditions précédentes, par rapport aussi à une maîtrise en matière d'organisation des plateformes, des événements, des B2B, des conférences. Et donc, pour qu'un événement réussisse, il faut qu'il y ait une préparation antérieurement à l'événement lui-même, en cours et après. Donc, avant et en cours, il y a eu beaucoup d'implications, beaucoup de maîtrise, beaucoup de professionnalisme et aussi, il y a eu une maturité en matière d'organisation de tel événement. Il y a eu une maturité aussi en matière d'entreprises leaders qui arrivent à passer à une vitesse supérieure, celle de profiter de telles manifestations pour tisser des relations, pour créer des gens africaines, je dirais, parce que quand on voit les 48 milliards de dollars de contrats ou de projets de contrats qui ont été scellés par rapport à un seuil qui était prévu à 44, déjà on est pratiquement à 15% au-dessus des objectifs, aussi pour les entreprises algériennes. On avait un objectif de 20% des 44, soit 9 milliards de dollars. On est pratiquement à 11,5, ce qui dénote de tout le succès. D'ailleurs, on était au niveau de l'événement, la satisfaction était très visible et l'expression qu'on a eue de la part des participants était très très positif. Donc l'événement a été un succès. Cette édition a aussi enregistré 3 fois plus de visiteurs, vous l'avez dit, que ce qui avait été annoncé, selon d'ailleurs les chiffres communiqués par le directeur de la facilitation du commerce et de la promotion des investissements à l'Afrexim Bank, qui est organisatrice à chaque édition de cet événement, avec donc 112 476 visiteurs contre 35 000 annoncés. C'est quand même énorme. Est-ce qu'on peut dire qu'Alger a donné une sorte de visibilité, plus de visibilité à cet événement? Oui, tout à fait. Donc la promotion a été telle que a été un succès. D'ailleurs, 2 mois avant l'événement ou 3 mois avant l'événement,
la manifestation a fait l'objet de médiatisation. Un travail de fond a été fait, aussi bien au niveau des professionnels qu'au niveau du grand public. Et donc il y avait cette curiosité de la part du public, du grand public. Il y avait ce ciblage de la part des professionnels. Et donc, quand tous ces éléments sont réunis, donc de tels chiffres sont une conséquence normale. Alors, une question, encore une fois, sur les contrats qui ont été signés avec les entreprises algériennes. On parle de 11,4 milliards de dollars. C'est 23,6% précisément du total des contrats signés donc, lors de cette 4e édition de l'IATF. Est-ce que c'est l'attractivité du climat, de l'investissement en Algérie qui a joué dans la balance? Je dirais qu'il y a un engouement, il y a un état d'esprit des entreprises algériennes d'aller vers les marchés extérieurs, d'aller vers le développement et d'aller surtout vers le marché africain. Et ceci est la conséquence aussi d'une politique qui date depuis 3 à 4 années, il faut le dire aussi. Donc les choses en matière économique ne surviennent pas comme ça. Ce sont des résultats de processus antérieurs. Donc, on arrive à avoir des entreprises leaders dans les différents secteurs d'activité qui ont été objets d'orientation, de promotion, d'encouragement par les pouvoirs publics. Et je dirais que tout cela commence à porter ses fruits par rapport à un niveau de contrat et un niveau de joint venture qui est très appréciable. 11,4. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, Sami Kaïdi, justement, le président de la République a dit aujourd'hui qu'il fallait approfondir ces liens qui ont été donc noués lors de cette IATF avec les opérateurs économiques et donc finalement aller vers plus une sorte de réseau d'affaires permanent et non pas factuel, hein, comme ça a été parfois le cas dans le passé. Et pour cela, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les jalons ont été posés à Alger d'un networking permanent. Et ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de cet engagement, c'est qu'il y a aussi des mécanismes extrêmement judicieux qui ont été mis en place, comme ce fonds africain pour le financement des startups, et qui contribuera à pérenniser ces liens qui ont été tissés effectivement à Alger. Il faut dire que le président de la République, cet après-midi, au Centre international des conférences d'Alger, a parlé de franc succès, et il a parlé du fait que c'est par le biais de la conjugaison de l'ensemble des efforts, ceux effectivement notamment du CREA, des investisseurs algériens, des porteurs de projets, qu'une nouvelle dynamique a été enclenchée et a été mise en place finalement. Et actuellement, pour pérenniser cela, il faut effectivement d'autres mécanismes. On a parlé aussi dans cette droite ligne de cet événement de cet après-midi, des mécanismes mis en place par l'API, qui est l'agence. Voilà. Vous anticipez un petit peu, effectivement, parce qu'il va y avoir un accompagnement. Mais qui font partie de toute une série de mesures, une batterie de mesures qui a été mise en place pour effectivement pérenniser ces nouveaux liens, faire que l'essai soit transformé, que cet événement ne soit pas uniquement conjoncturel, mais qu'à partir de ce qui s'est fait les 4 au 10 septembre dernier à Alger, qu'une nouvelle dynamique soit pérennisée, et dans la droite ligne de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale. Et finalement, ce qui est intéressant avec l'IATF 2025, 4e édition, c'est que ça accompagne ce processus d'intégration continentale, et que ça permettra effectivement d'ouvrir de nouvelles opportunités tant pour les opérateurs algériens que ceux du reste du continent. D'autant plus que des infrastructures sont mises en place, de nouvelles voies sont ouvertes, que cela soit sur le plan maritime mais également aérien. Donc finalement, l'IATF vient couronner, c'est un peu une cerise sur le gâteau d'une prise de conscience, de liens qui sont mis en place. Mais oui, alors justement, Zine Cherfaoui, est-ce qu'on peut dire que c'était un test finalement pour les entreprises algériennes, cet événement continental? Ça fait longtemps qu'on parle de notre zone
d'influence, mais j'aime pas trop cette expression, même si zone d'influence dans le sens du commerce, dans le sens de l'investissement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une... Est-ce que c'est pas exagéré de dire qu'il y a une montée en puissance des entreprises algériennes dans le marché africain? Est-ce que c'est pas exagéré? Oui, on peut parler de montée en puissance puisque l'Algérie a accédé au rang de 3e économie africaine en l'espace l'année dernière. Donc elle vient juste après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc ça confirme ce que vous venez de dire. Donc il y a une montée en puissance de l'économie algérienne et par truchement donc des entreprises algériennes, elles vont beaucoup mieux. Elles dominent le marché national. Elles essayent de trouver des relais de croissance à l'international. Et justement, organiser une foire internationale est une opportunité, une autre opportunité pour justement essayer de décrocher de nouveaux contrats. Et le président de la République a parfaitement raison d'organiser cette réunion parce qu'aujourd'hui, il s'agit de transformer l'essai et de faire en sorte à ce que cette dynamique ne meure pas avec la fin de la foire intra-africaine, la foire commerciale intra-africaine. Donc aujourd'hui, il y a une dynamique d'intégration. Il s'agit de pérenniser cette dynamique d'intégration. L'Algérie a beaucoup fait pour la création de la zone africaine de libre-échange en organisant cette foire. Donc elle confirme son rôle de premier plan justement dans la création de cette zone et dans, si vous voulez, la transformation de l'économie africaine. Mais lorsqu'on parle d'entreprises algériennes, donc il y a des contrats qui ont été signés, mais il ne faudrait pas que cela soit conjoncturel. Il faut faire en sorte que les entreprises algériennes qui aujourd'hui ont décroché des contrats pérennisent cette logique-là et des relations, j'allais dire, sur le long terme avec les pays africains. Pourquoi le président de la République a fait justement ces recommandations aujourd'hui? Pourquoi il incite les entreprises à pérenniser ces liens, à finalement créer des réseaux d'affaires? Oui, mais parce que par le passé lointain peut-être et moins lointain, il nous est arrivé d'organiser des foires, des événements aussi importants que celui que nous avons vécu au début du mois de septembre. Mais dès que les lumières s'éteignent, tout s'arrête. Donc les gens se contentent de manger des petits fours, de prendre un jus de fruits, et après on n'en parle plus. L'Algérie a dépensé de l'argent pour organiser un événement tel que celui-là. C'est 2000 exposants, c'est 60 000 visiteurs professionnels, c'est énorme. Donc il faut aujourd'hui rentabiliser ces foires-là. Ces foires ne sont pas organisées uniquement pour du marketing, pour soigner l'image de l'Algérie à l'étranger, mais il faudrait qu'on ait aussi un retour en termes de gains. Et le président de la République, en organisant cette rencontre, a à l'esprit justement de faire en sorte à ce que les contrats, les promesses de contrats puissent se réaliser. Parce que les contrats signés, c'est 11 milliards de dollars. Il y a encore 11 autres milliards de dollars à ramasser. Il faut aller les chercher. Et aujourd'hui, il est possible d'aller les chercher puisque l'Afrique est dans une logique de marché ouvert. Donc il y a des opportunités et il faut les saisir. C'est extrêmement important. Oui, mais il y a aussi un meilleur climat aussi autour de l'investissement, autour du commerce intra-africain, à travers la ZLECAf, à travers aussi des banques, même si elles sont privées, des banques qui lèvent des fonds importants pour faciliter ce commerce intra-africain, comme l'Afreximbank, donc qui a organisé l'IATF. Oui, alors de l'avis des opérateurs économiques algériens, le climat des affaires est en train de s'améliorer. En Afrique. En Afrique et en Algérie, parce qu'il est important qu'il s'améliore d'abord chez nous pour qu'on puisse avoir les conditions. Et le président de la République a averti tous ceux qui auraient encore des velléités de bloquer la création d'entreprises ou d'empêcher le développement de la sphère économique en Algérie. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il faudrait que les opérateurs soient dans les conditions idoines, idéales pour aller à l'international. La semaine dernière, si moi je m'en rappelle, nous avons traité de la trituration des graines oléagineuses. Nous avions dit que l'Algérie était en train de renforcer ses capacités et que ces initiatives-là pouvaient permettre justement d'exporter de l'huile brute. Et donc justement, aujourd'hui, il faut faire en sorte que les entreprises algériennes se portent le mieux possible pour qu'elles aillent à l'international.
Alors justement, Monsieur Kaoubi, dans les contrats signés, je vais donner un petit peu des indications pêle-mêle. On observe qu'il y a des accords allant de 50 millions de dollars dans les industries mécaniques, en passant par des accords de 500 millions, j'ai dit milliards, c'est millions de dollars dans la fabrication d'équipements électriques, jusqu'à des intentions d'investissement, là, de plus de 2,5 milliards de dollars pour implanter en Algérie une base d'investissement industriel multisectoriel finalement, dans notamment les énergies renouvelables. Qu'est-ce que cela nous dit sur la diversification du secteur économique et industriel chez nous finalement? Bon, deux choses. Un, c'est que nous avons du potentiel dans plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Donc, là, on a un potentiel de compétitivité. Quand on voit que les secteurs qui se sont taillés la part du lion commencent par les secteurs traditionnels, donc l'énergie, les hydrocarbures, mais aussi la chimie, la sidérurgie, la pharmacie, les services, le secteur des start-up. Et on voit pratiquement que ce sont les secteurs qui reviennent dans le code de l'investissement comme secteurs qui ont la préférence de l'État. Donc ce qui rassure par rapport à une cohérence entre l'architecture et des résultats. C'est un moment qui nous permet d'évaluer. Maintenant, la finalité, ce n'est pas de signer, parce que dans les 11,4, il y a un peu de tout. Il y a des contrats sur plusieurs années, il y a des protocoles, il y a des mémorandums d'entente. La finalité, donc l'objectif intermédiaire a été réalisé, celui de bien organiser et de tisser des relations, de signer des contrats. L'objectif final, c'est d'exporter, c'est d'augmenter notre compétitivité et d'être présent de manière permanente sur un marché qui est prometteur, mais qui est difficile à conquérir. Il faut dire les choses. Maintenant, cette mobilisation... Pourquoi il est particulièrement difficile? Parce qu'il est plein de contraintes. L'Afrique a des contraintes par rapport à la logistique, elle a des contraintes par rapport au financement. C'est des contraintes qui sont en train d'être levées. Difficilement, objectivement, difficilement. Il y a les conflits armés, il y a l'insécurité. Tout à fait. Il y a une grande concurrence. Rien que par rapport. Et puis, il y a une grande concurrence. La bataille de la compétitivité passe par une remise en cause permanente et des logiques d'amélioration permanentes. Donc, la satisfaction est là. Ça doit nous motiver encore plus. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que s'inscrit ce rendez-vous d'aujourd'hui. Moi, je l'appelle un rendez-vous pour la mobilisation, qu'un rendez-vous pour la satisfaction. La satisfaction, c'est bien. Le réconfort par rapport à un effort, c'est quelque chose de naturel, c'est bien. Oui, mais la mobilisation... C'est un investissement personnel. Enfin, je pense qu'on peut le dire, le président de la République s'investit personnellement dans cette mobilisation des acteurs économiques. Tout à fait. Donc ça interpelle aussi les acteurs économiques. À chaque fois, la balle doit aussi être dans le courant des acteurs économiques. L'économie a besoin de leaders, des entreprises qui maîtrisent, qui s'investissent et qui vont vers la chose difficile. L'exportation est une affaire de l'État. Le soutien des pouvoirs publics du président de la République est un signal très fort qui donne un petit peu, qui trace la voie et qui accompagne, qui rassure. Justement, maintenant, les choses doivent se faire en permanence. Alors, justement, en termes d'accompagnement, il va y avoir l'API. Jusque-là, l'Afrexim Bank, c'est plus de son ressort. La ZLECAf, elle peut jouer encore un rôle dans la facilitation, la levée de certains obstacles. Les barrières c'est le marché, c'est des mécanismes, c'est des opportunités. La ZLECAf est une opportunité. Il faut qu'on la saisisse au maximum. Ça sera une grande bataille, il faut le dire aussi. Beaucoup de concurrents des pays africains sont là et personne ne va faire de cadeau à l'autre. Chaque pays, là on parle Algérie. On a organisé la manifestation, on défendra nos intérêts. Non mais il y a de quoi faire en Afrique, je veux dire. C'est vrai qu'il y a une concurrence rude. Les logiques économiques sont impitoyables, Madame Pacha. Et en Afrique, il n'y a pas que les Africains. Oui, évidemment. Il y a des joint ventures avec les grandes puissances mondiales.
Et les choses vont se passer comme ça. Maintenant, c'est notre robustesse, c'est notre compétitivité, c'est notre organisation. Et c'est, voilà. Donc, la remise en cause, le travail et l'amélioration de la maîtrise de la compétitivité. Vous voulez ajouter quelque chose? Je reviens à vous, Sami Kaïssi. Oui, je voulais juste dire que l'IATF a permis à l'Algérie de faire connaître ses entreprises et sa production. C'est un énorme coup de pub. Et puis, au-delà de l'IATF, il y a des foires de produits algériens qu'on organise régulièrement en Mauritanie, au Sénégal et dans d'autres pays. Donc, on s'est rendu compte que finalement, nos produits ne sont pas aussi mauvais que ça. Bien au contraire, on a de bons produits. Et donc, il est possible aujourd'hui d'aller sur des marchés internationaux et en particulier africains pour essayer de grignoter des parts de marché. Mais comme le dit Mahfoud Kaoubi, en Afrique, il y a les Africains, mais il y a aussi la Chine, il y a la Turquie, il y a les Britanniques, il y a la France et les États-Unis. Donc, parmi tous ces gens-là, il faut essayer de se frayer un chemin, de se garantir une place. Sami Kaïssi, pour cet accompagnement de l'API, donc il va y avoir des mécanismes de suivi finalement? Oui, comme la mise en place d'une bourse des partenariats, qui est une plateforme qui va mettre en relation des acteurs, des investisseurs, mais également des porteurs de projets et qui permettront finalement de construire des passerelles. Et tout cela dans l'objectif clair, net et précis qui a été affiché par le président de la République, qui est celui de finalement de dynamiser les investissements dans notre pays. Il faut le dire aussi, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Tebboune a mis une batterie de mesures pour finalement dynamiser les investissements, comme la constitutionnalisation de la liberté de l'investissement en 2020, dans la nouvelle constitution adoptée par voie référendaire le 1er novembre 2020, mais également l'installation prochaine d'un guichet unique qui permettra de lutter davantage contre toute forme de bureaucratie. Alors, c'est ce qu'on pouvait dire ce soir donc sur cette rencontre, merci Sami, sur cette rencontre donc présidée par le chef de l'État sur la consolidation finalement des résultats et des succès de cette IATF 2025. On est rejoint par Dr Saïd Ayachi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et vous êtes militant des droits de l'homme plus globalement. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci à vous, Madame Soumbar, et bonsoir à mes amis, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Alors, on va commenter avec vous ce qui se passe au Maroc. 3 morts, je le disais en début d'émission, et à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Agadir, des centaines de blessés. Je préviens que les images que vous allez regarder sont difficiles. Il faut donc éloigner les personnes les plus vulnérables. Ils ont été abattus, ces Marocains, par balles réelles, donc par la gendarmerie marocaine. Les manifestations pacifiques tournent donc au drame. Avant cela, des images de voitures de police fonçant sur les manifestants avaient fait le tour des réseaux sociaux. Docteur Ayachi, pourquoi les forces de l'ordre marocaines optent finalement assez systématiquement pour l'approche sécuritaire contre les manifestations pacifiques? Je crois qu'avec mes amis la dernière fois, en essayant d'analyser le phénomène, on avait prédit que c'était quelque chose de sérieux, d'inhabituel par rapport à ce qui se passait. C'était d'abord l'affaire de la jeunesse, donc la jeunesse n'est pas facilement contrôlable, mais c'était aussi la jeunesse avec les réseaux sociaux et avec surtout des motifs tout à fait recevables, pour ne pas dire non contestables, incontestables. Et donc ce qu'on avait supputé est arrivé, c'est-à-dire la montée en cadence de ces manifestations, parce que tout simplement, d'abord le Makhzen a essayé de réagir en essayant d'amadouer les manifestants, en essayant de les gagner. On a arrêté des gens, on les a relâchés. Des partis politiques ont été missionnés pour essayer, du moins, tout au moins, de tempérer les ardeurs des jeunes, etc. Rien n'a marché. Ça a monté en cadence, ça prenait de l'allure. L'embrasement, nous sommes au 5e jour des manifestations, et les manifestations font de plus en plus larges. Beaucoup de villes marocaines sont concernées maintenant. Mais pardonnez-moi, Dr Ayachi, les heurts et les incidents sont survenus après la répression. Bien sûr, justement, j'y arrive, parce que après la tentative d'amadouer les jeunes et de pouvoir peut-être d'une certaine façon les calmer ou les récupérer,
Ça n'a pas marché et ça devenait dangereux pour le régime lui-même. Et donc, par conséquent, on est revenu à ce qu'on sait faire, à ce que le Makhzen sait faire avec beaucoup d'expertise, c'est-à-dire la répression brutale, sans limite. Et nous avons assisté, donc, comme vous l'avez souligné, déjà à des morts et à de nombreux blessés très graves. Seulement, je crois qu'il y a un phénomène d'entraînement. Plus il y a une répression, les jeunes ont tout de suite riposté avec les armes dont disposaient, c'est-à-dire des armes blanches, des cocktails Molotov, des pierres même. Ils ont même attaqué après avoir vu qu'il y avait des morts d'hommes à la suite des répressions. Ils ont attaqué des postes de police et de gendarmerie. Et encore une fois... Le collectif dément ces allégations. Il dit qu'ils n'ont pas essayé en tout cas de prendre le contrôle de qu'ils étaient postés devant cette brigade de la gendarmerie, mais qu'ils n'ont jamais essayé d'en prendre le contrôle. Non, je n'ai pas dit qu'ils prenaient le contrôle, j'ai dit qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué, pourquoi? Parce que par riposte, par réaction aux morts qui ont été causées par les tirs à balles réelles des forces de sécurité. Donc à la suite de... Police et gendarmerie, à la suite de quoi les jeunes ont réagi. Et puis, donc, je disais qu'il y a un phénomène d'entraînement, il y a un élargissement des manifestations, il y a de plus en plus de nombres de villes concernées maintenant. Il n'y a pas que les grandes villes, il y a des villes moyennes maintenant, Beni Mellal, Oujda, etc. Ça, c'est inédit, Dr Yachi. Par rapport à autant de villes qui se par rapport à ce qui se passait, il y a deux ou trois choses qui sont inédites. La première chose, c'est d'abord la jeunesse. Avant, on voyait de tout. Maintenant, la plus grande partie, c'est la jeunesse. Deuxièmement, il y a bien sûr l'ingrédient de leur génération. Il y a le smartphone et les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a tout de suite une médiatisation des trucs. Troisième ingrédient, c'est la justesse des motifs de manifestation. Bien sûr, la dégradation du cadre de vie, mais aussi la corruption, le chômage, la misère, la précarité, la dégradation du pouvoir d'achat et la corruption. La corruption, maintenant, est dénoncée de façon systématique. Or, le meilleur exemple de corruption, etc., c'est le chef du gouvernement. Un oligarque mafieux, un prédateur sans limite et qui est carrément dénoncé nominalement par les jeunes. Alors, justement, Zine Chafaoui, il y a cette intervention lunaire ce matin du chef de l'exécutif, Akhnouch, et qui a, dans une première déclaration officielle depuis le début de ces manifestations, salué les interventions, dites, je cite, professionnelles et encadrées des différentes forces de sécurité, soulignant qu'elles poursuivent leur mission constitutionnelle de protection de la sécurité et de l'ordre public, tout en veillant, selon lui donc, à la préservation des droits et libertés individuelles et collectives. Ça, c'était sa déclaration ce matin. Le collectif Gen 212, à l'origine donc de cette mobilisation, appelle désormais à sa démission. Est-ce que ces revendications, qui étaient à la base des revendications sociales, peuvent se transformer finalement en revendications politiques et coûter sa place à l'exécutif d'Akhnouch? Moi, je pense différemment. Ce qui se produit actuellement au Maroc donne l'impression qu'on a affaire à un mouvement social. Oui, dans sa forme, c'est un mouvement social, mais il est fondamentalement politique. Il est fondamentalement politique. Depuis les protestations de février 2011, en passant par le soulèvement du Rif, jusqu'à aujourd'hui, c'est avant tout un problème politique. On a un régime qui est foncièrement antidémocratique, qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux partis politiques, aux syndicats, à la presse. Mohamed VI, le Makhzen, ne considère pas les Marocains comme des citoyens, mais il les perçoit comme des sujets. Le Maroc est sa propriété privée. Aujourd'hui, les Marocains ne veulent plus vivre dans un système moyenâgeux, un système qui ne leur donne aucune place, qui ne les reconnaît pas en tant que citoyens. Oui, Akhnouch est un fusible. Tout le monde sait que les prises de décision, tout le monde sait que de toute manière, c'est pas lui qui gouverne le Maroc. Il y a un gouvernement bis. Mais la tombée de son exécutif pourrait signifier quelque chose sur le plan politique. Cela pourrait signifier quelque chose si demain il y a quelque chose qui change. On peut
ça peut être la démission de Hanouch ou sa destitution pourrait être aussi une solution en trompe-l'œil. Mais la nature du Makhzen, la nature du régime risque de ne pas changer. Et c'est ce que en réalité, c'est ce changement auquel appellent les Marocains aujourd'hui, en particulier la jeune génération qui aujourd'hui manifeste dans les rues. Donc il est possible que si la pression s'accentue sur le Makhzen, il est possible qu'il décide en fin de compte de sacrifier à Hanouch, comme le dit Seriachi. C'est l'une des plus grandes fortunes du Maroc. C'est une fortune qui s'élève à peu près à 1,5 milliard de dollars. Il a d'énormes propriétés, etc. Moi, je l'ai vu, il a versé quelques larmes de crocodile sur les victimes de la répression sauvage auquel on a pu assister. Mais on ne sent pas que le pouvoir marocain est sur le point de s'amender. Comme le dit Seriachi, il est en train de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est la répression. Et aujourd'hui, on a un aperçu un peu de la douleur et de la souffrance que vivent les Sahraouis quand on parle de répression dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. On ne mesure pas très bien l'intensité de la répression aujourd'hui. Comme il y a les réseaux sociaux ont abondamment relayé ce qui se passe, on se rend compte que c'est une répression des plus sauvages qui soit. Et ce qui se passe aujourd'hui au Maroc était... Oui, on voit d'ailleurs les images à l'écran. Effectivement, allez-y. Oui, alors ce qui se produit aujourd'hui au Maroc était prévisible. On ne savait pas, on ne pouvait pas prévoir au jour près quand ça allait exploser. Justement, mais effectivement, c'était attendu. C'était en gestation. Oui. Alors, moi, j'aimerais revenir avec vous, Sami Kaïdi. On a parlé des Marocains qui ne se sentent pas réellement comme des citoyens, mais des sujets. Enfin, on parle encore d'un système moyenâgeux, effectivement. Et dans ce système, il y a deux pays ou deux États qui fonctionnent à deux vitesses, avec une oligarchie ou une élite, tout simplement, qui gravite autour du palais royal, et puis les populations, le reste de la population qui, elle, est confrontée donc à de multiples fléaux, complications, donc pauvreté, sécheresse, chômage, etc. Écoutez, c'est très juste car il y a une différence qui est magistrale entre le peuple marocain et l'élite. Tout d'abord, vous avez parlé du roi Mohamed VI, un roi totalement absent, totalement moribond, entre guillemets, qui passe plus son temps en dehors de son pays qu'au chevet de son peuple. Il était appelé par un pan des médias occidentaux comme étant le roi des pauvres. C'est un petit sobriquet au début de son règne. Or, en réalité, c'est le roi qui a appauvri son peuple et son pays. Le peuple marocain vit dans une situation très difficile. Le taux de chômage des jeunes dépasse les 30%, tandis que le salaire minimum gravite autour des $280. 3,2 millions de Marocains ont basculé dans la pauvreté entre 2014 et 2022. Seulement 0,8% du PIB marocain est réservé à l'éducation. Donc on voit la gravité de la situation et l'importance et le peu d'importance que le Makhzen accorde à l'éducation. Dans cette droite ligne, le Maroc est, selon l'Afreximbank, le pays le plus endetté d'Afrique, avec un taux d'endettement qui dépasse les 69 milliards de dollars. Et en parallèle, on a le Makhzen et sa cour, et le roi et sa cour, donc le roi Mohamed VI, qui, selon une enquête de l'ancien journaliste de Mariam, Quentin Muller, qui touche 2,36 millions d'euros annuellement. Et au même moment, sa cour bénéficie d'un transfert de 250 millions d'euros annuellement. Ce qui fait qu'on peut dire en quelque sorte que la cour coûte aux contribuables marocains 657 000 euros par jour. Donc on voit bien ce fossé abyssal. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les affiliés du système bénéficient de
tout ce système de corruption, etc. Parce qu'au Maroc, en réalité, les Marocains ne sont pas que les sujets du roi, ils sont aussi ses clients. Et ils bénéficient donc quand ils vont acheter leur brique de lait, quand ils vont faire leurs courses, ils ont une taxe qui leur est imposée, qui bénéficie à Al-Mada, la holding royale. Ouais. Et en réalité, ce qui est aussi frappant, c'est que il y a une série de révélations qui se sont faites ces derniers temps. Vous savez, il y a eu les hackers Jabarut qui ont permis de mettre à la disposition du peuple marocain beaucoup de dures réalités, comme les salaires mirobolants de la cour. J'ai en tête Mohamed Mounir El-Majidi, qui est secrétaire particulier du roi Mohamed VI et dont les révélations ont pu démontrer qu'il touchait un salaire dépassant les 120 000 euros par mois. Donc on voit bien qu'il y a un Maroc de deux vitesses, une dichotomie socio-économique très importante et qui a été montrée du doigt par le terrible séisme de 2023 de Marrakech et El Haouz, où on a pu voir que, voilà, parce qu'un pan du Maroc vit effectivement au Moyen-Âge. Ouais. Alors, Monsieur Kaoubi, le Maroc, qu'on présente souvent, et j'insiste sur cette expression, comme un pays qui se modernise sur le plan économique, avec des investissements dans notamment des infrastructures portuaires, solaires ou touristiques. Ce pays, on l'a dit, tourne à deux vitesses, mais il a des indicateurs économiques extrêmement inquiétants, avec un taux de chômage galopant, avec plus de 21%. La moitié de la population marocaine, on vient de le dire, a un niveau de vie inférieur à 14 710 dirhams, c'est moins de $2 à l'échelle nationale. Alors comment expliquer ce paradoxe justement ? Le paradoxe, tout à fait. Donc si on prend en considération les indicateurs économiques, il est très clair que le qualificatif qui peut le mieux refléter la situation, c'est qu'un état de dégradation continue et qui s'accélère depuis 2020 plus particulièrement, et la période post-Covid. Donc, vous l'avez cité, déficit de la balance commerciale, déficit du compte courant, taux de chômage pratiquement de 38% chez les jeunes, plus particulièrement, disparité entre les différentes régions, politique sociale de moins en moins importante et une couverture sanitaire qui se dégrade de plus en plus. Et de l'autre côté, des indicateurs que la gouvernance actuelle n'arrive pas à trouver des solutions dans la mesure où la dégradation est continue depuis 2020. Donc cette accumulation des résultats négatifs a produit une accumulation de déception et de frustration qui se manifeste actuellement par un rejet et par une manifestation de mécontentement, plus particulièrement chez les gens. Le problème, c'est que en économie, ce qu'on appelle sur le plan conceptuel la piraterie économique, qui est en réalité une alliance entre le système de gouvernance et les oligarques. Une alliance qui est faite pour optimiser les gains des uns au détriment de la population. Parce qu'en économie, il y a les deux grandes questions. Comment on crée la richesse, et on parlait des indicateurs, soit bons, soit mauvais, mais c'est surtout la répartition juste et équitable de la richesse dont il est important d'en parler. Et quand on examine la situation actuelle au Maroc, c'est pratiquement 150 familles qui se répartissent les plus grandes richesses. C'est combien de pourcents 150 familles. Je vais vous donner un exemple. La holding royale, la grande entreprise qui appartient au roi, au moment où le Maroc a fait un PIB de moins 3% en 2020, cette holding a connu une croissance de 9,3%. Idem pour les grandes sociétés détenues par les oligarques.
Donc, est-ce normal qu'au moment où le peuple connaît une situation qui s'aggrave, que les grandes entreprises appartenant aux oligarques, qui de plus sont au niveau des centres de décision, partis politiques, parlement, gouvernement, et qui ont même, d'après des études sérieuses, des alliances familiales qui consacrent cette position de domination, qui atteste de cette logique de pératrie, de prédation, et qui fait que la population ne voit plus d'horizon pour ce développement. Donc l'échec total, aussi bien sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique, fait que les perspectives pour les couches sociales moyennes et pauvres sont pratiquement sombres. Donc il n'y a pas de solution, mais aussi avec cet endettement qu'on 70 milliards de dollars en 2024, alors une progression de 30% entre 2020 et 2024. C'est énorme. Et une progression idem pour l'endettement intérieur. La dette interne aussi a progressé, donc elle est à hauteur de 72% au jour d'aujourd'hui, avec une progression de 36% en 3 ans. Ce qui fait qu'on est dans une situation quasi métastasique qui ne permet de voir que des horizons très sombres. C'est pour cela qu'il y a cette réaction très dure de la part de qui? Principalement des jeunes. Parce que c'est les jeunes auxquels le pouvoir au Maroc n'arrive pas à promettre des perspectives réelles. Et au contraire, la jeunesse sent que les choses se dégradent et que cette dégradation s'accélère de plus en plus. Mais j'allais dire justement, en parlant d'endettement, une dette publique donc, qui est passée à 91% du PIB donc en 2023, selon d'ailleurs les données officielles du ministère marocain des Finances. Le Maroc est donc impliqué aussi, est tenu donc de rembourser cette dette avec des taux très élevés et de faire des coupes dans le peu déjà de transferts sociaux. Oui. Et voilà le déséquilibre. Plus le service de la dette augmente, plus des coupes doivent être faites sur le fonctionnement des services publics. Non, mais sur déjà la politique sociale. Le peu de subventions que perçoivent les Marocains. Pratiquement 3 milliards de dollars, c'est le montant annuellement qui est alloué par le Maroc à la couverture sociale. Donc, ne pouvons pas ni proposer des perspectives sur le moyen et le long terme, ni arrêter l'état de dégradation du pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat qui a diminué de pratiquement 24% annuellement. Ce qui fait que, et puis les coupes sur la santé, sur l'éducation, sur les retraites aussi. Et là, quand on parle de santé et d'éducation, c'est les deux éléments de développement du capital humain. Et donc, c'est toute la marginalisation de l'être humain et des perspectives assez sombres. D'ailleurs, il y a un indicateur qui est très révélateur dans ce sillage, c'est l'indicateur de Gini, qui mesure les inégalités et qui part sur un pourcentage. Il était de 39,5 en 2014, il est actuellement à 40,5%. Donc on voit que les inégalités ne cessent de se creuser et en parallèle, le Maroc est considéré par plusieurs enquêtes comme étant le pays le plus inégalitaire d'Afrique du Nord. D'ailleurs, ils ont un PIB qui est quand même peu reluisant. Ils sont classés à la 120e place mondiale. Donc, on voit que même l'indicateur de développement humain est encore faible. Ouais. Alors, docteur Ayachi, justement, cette corruption généralisée, on a vu que dans les slogans des manifestants, on appelle à abattre ce système de corruption généralisée dans le pays. À quel point, selon vous, ce système est important dans tous les pans et toutes les sphères de décision du système, du régime marocain? Je voudrais, avec votre permission, compléter les éclaircissements que Si Mahfoud nous a donnés. Il n'y a pas qu'une élite marocaine qui siphonne des richesses du pays. Ce qui est dramatique, ce qui est tragique, ce qui est peut-être irréparable, c'est l'étranger qui siphonne aussi, à côté de l'élite marocaine. Et d'une certaine façon, les économistes le diront,
l'économie marocaine n'est plus marocaine. Elle appartient à l'étranger dans sa plus grande truc. Il y a des pans fonciers qui me disent ce n'est pas quelque part une économie qui se protège contre le capital étranger. Le capital étranger est maître au Maroc. Les ports marocains n'appartiennent pas aux Marocains. L'agriculture marocaine n'appartient pas aux Marocains. Les manufactures de fabrication n'appartiennent pas aux Marocains. Depuis longtemps déjà, mais encore plus maintenant. Ce qui explique pourquoi, dans le dossier du Sahara occidental par exemple, il a des soutiens qui veulent que le régime marocain reste bec et ongle, ils le défendent avec férocité. Mais cela, justement, je voulais quand même aussi qu'on signale que les manifestations que nous vivons aujourd'hui, auxquelles nous assistons aujourd'hui au Maroc, ne sont pas venues ex nihilo. Il y a depuis 5 ans, à peu près 5 ans, 4 ans et demi, plus exactement, des manifestations répétitives chaque semaine, et quelquefois même dans certaines localités chaque jour, de la population marocaine dans son ensemble. Alors à ce moment-là, il y a toutes les générations, et qui manifestent, on l'a dit dans votre émission dernièrement, pour les 2 raisons, la dégradation nette du pouvoir d'achat. La misère s'est installée en force au Maroc. Elle est installée. La précarité généralisée dans le Maroc. Et puis, bien sûr, le problème de la normalisation que les Marocains, quel que soit, j'allais dire, leur niveau de vie, rejettent de façon, je ne parle pas de l'élite, mais les Marocains... Donc il y a un gouffre aussi de la confiance, déjà. Non, à partir de là, Madame Semia, le fossé s'est creusé. Ouais. Et le fossé tend à s'élargir. On l'a dit d'ailleurs il y a quelque temps, entre d'abord ce roi qui a trahi son peuple en normalisant. C'est comme ça que le vit le Marocain lambda, la normalisation. Et puis, il n'y a pas en vue des perspectives pour le rétablissement du pouvoir d'achat, oui. Et encore moins des perspectives prometteuses pour les jeunes. J'ajouterai à cela la sionisation du Maroc, la sionisation dans beaucoup de pans. Le droit marocain, l'armée marocaine, l'université marocaine, l'agriculture marocaine. On va y arriver parce qu'il y a une loi justement ce qu'ils appellent la loi de réhabilitation. Oui, pour les biens. Pour les biens. Pas uniquement les biens, aussi oui, la réhabilitation culturelle. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ouais. Et on sait comment que ça finit avec les sionistes, souvent. L'État sioniste. Zine Cherfaoui, on a parlé de corruption et ces slogans donc, de ces jeunes. Et c'est vrai que ce sont particulièrement les jeunes aujourd'hui qui ont peut-être senti le danger de cette économie abîmée, de leurs dirigeants peut-être qui, normalisant... Ils ont fait le constat. Ils ont fait le constat, c'est irrécupérable. Il y a un point de non-retour. C'est une économie sinistrée, définitivement sinistrée, oui. Pour beaucoup de temps. Et là, ils se disent, ils ont raison, surtout avec les réseaux sociaux, il faut qu'on réagisse. J'allais dire, c'est à leur honneur. Mais justement, pourquoi ces mouvements, vous parliez de mouvements de contestation cycliques finalement. Oui. C'est un début de révolution. Je considère que c'est un début de révolution, sans exagérer peut-être. Peut-être pas que depuis 5 ans d'ailleurs. On a parlé du mouvement du 20 février 2011. Et il y a eu avant le roi Mohamed VI. C'était plus politique, Madame Salim. Justement, j'y arrive. Mais on disait en début d'émission que tout était lié finalement. Qu'il y a une base de revendication politique, de changement, tout simplement, qui n'intervient pas. Chaque segment entretient l'autre. Oui. Le politique entretient le social, et le social entretient les trucs. Oui. Mais aujourd'hui, le fait nouveau, si vous permettez, c'est la jeunesse. Pourquoi? On l'a vécu, nous, dans notre mouvement national. C'est les jeunes qui ont fait la révolution. C'est pas j'allais dire, pour jeter la pierre aux anciens. Je voudrais savoir, selon vous, Zine Cherfaoui, pourquoi on n'arrive pas, plutôt pourquoi les Marocains n'arrivent pas à consolider un mouvement plus général, plus compact, mieux organisé au fil, ne serait-ce que pour parler de cette dernière décennie, oui. On y a vu donc ces mouvements cycliques, mais pas un mouvement qui a réussi finalement à atteindre un objectif concret. Bon, il y a quand même eu le mouvement du 20 février 2011.
qui a tenu la dragée haute au Marzen, si bien que le Marzen a dû lâcher du lest en faisant adopter une nouvelle constitution. Un toilettage. Un toilettage. Bon, maintenant les gens se rendent compte avec le temps que finalement ils ont été bernés, que bon, il faut reprendre le chemin des luttes pour essayer d'arracher davantage de droits. Il y a eu en 2016-2017 le Hirak du Rif qui a quand même duré une année. Et moi je me suis amusé avant de venir à l'émission de compter le nombre de mouvements sociaux qu'il y a eu durant ces 10 dernières années au Maroc. Et depuis 2015, ça ne s'est pas arrêté. Oui, la presse n'en parle pas parce qu'il y a une complaisance des médias occidentaux à l'égard du Maroc. L'information ne sort pas du Maroc parce que tout est contrôlé, tout est verrouillé. Mais comme le disait tout à l'heure Seriachi, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait de manifestations au niveau local ou au niveau national. Alors quand ce ne sont pas les enseignants vacataires qui sortent, ce sont les médecins. Quand ce ne sont pas les médecins, c'est des gens d'un village reculé qui marchent 60 km pour dénoncer l'absence de routes, l'absence d'hôpitaux, de dispensaires ou d'écoles, ou carrément l'absence d'eau potable ou d'électricité. Vous avez un Maroc profond. Quand on parle d'un Maroc à 2 vitesses, vous avez 3 ou 4 grandes villes qui servent de vitrine au Maroc, qui est loué par les médias internationaux. Mais lorsque vous vous engouffrez dans le Maroc profond, vous vous rendez compte que nous sommes au Moyen-Âge. Le séisme de 2023, de septembre 2023, a montré à quel point certains Marocains, ou un large pan de la population marocaine, vivaient dans une misère la plus extrême qui soit. Ces images-là, nous les avions vues durant les années 50, durant les années 60. Mais particulièrement à l'est du Maroc. Évidemment. Particulièrement à l'est ou au sud. Donc nous ne nous attendions pas à voir un tel dénouement. Et donc aujourd'hui, il y a une accumulation telle. Je vais prendre une petite image qui est très très... à mon avis, schématise un peu, résume ce que nous voulons dire. Vous avez une cocotte minute, vous mettez des ingrédients à l'intérieur, alors vous allumez le feu, et le Maroc, le problème c'est qu'il n'y a pas de soupape de sécurité, et ça explose. Et les ingrédients qui ont permis l'explosion, on le disait en début d'émission, notre ami Sami Kaidi parlait de l'indice Gini. Le Maroc est l'un des pays les plus inégalitaires au monde, pas uniquement en Afrique du Nord. Je me suis amusé à vérifier aussi, donc il est au milieu du tableau. Et justement, le système marocain est fondé sur les inégalités et il entretient ces inégalités en même temps. Il ne pourrait pas survivre à un changement de paradigme profond. Ce système est basé sur l'inégalité, la corruption généralisée. Et il ne peut pas donc répondre aux revendications qui sont donc portées par la jeunesse aujourd'hui marocaine. Oui, aujourd'hui, alors, où c'est la population qui gagne, ou c'est si elle gagne, donc c'est la fin du régime. Du régime, c'est un peu cette équation-là qui est posée aujourd'hui. On est dans cette équation. Et donc aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui d'habitude, quand il y a des manifestations, des protestations dans des pays à peu près normaux, il y a des partis politiques qui encadrent, il y a des associations qui encadrent, etc. Mais aujourd'hui, il y a un tel verrouillage politique, il y a un tel verrouillage médiatique que les jeunes dont on parle CIHI ont décidé de s'organiser sur une plateforme Discord et ils passent au-dessus des têtes de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le politique est discrédité, comme les partis sont aux ordres, donc ils ne font plus confiance à tout cela. Et donc aujourd'hui, ils veulent pratiquement balayer tout cela. Puis on sent que c'est une lame de fond. Oui, c'est une lame de fond. Et c'est ce qui explique un torrent. C'est ce qui explique la peur du régime. Et cette peur se traduit par cette répression qui est violente. On tire, donc il y a des. On essaie de contrôler alors qu'on tire à balles réelles. On voit les images. On roule sur les manifestants. Et ce qui explique cette nervosité, on peut aussi trouver une autre explication, c'est qu'autant le régime est surpris par la lame de fond, par la puissance, par la force donc de cette protestation, mais en même temps, ces protestations arrivent dans un contexte politique marqué par une extrême faiblesse du pouvoir ou du Marzen. Alors, vous avez
un roi qui est diminué, qu'on voit de moins en moins. Quand on le voit titubant, chancelant, ça veut dire que physiquement. Et cela nourrit des rumeurs selon lesquelles il y a une passation, une guerre de succession. Et cette guerre de succession est nourrie par des guerres entre différents services de renseignement qui essayent d'être en position de force. Une véritable crise de régime aussi qui a apparu. J'y viens. Et cette guerre de succession a aussi par conséquent, par résultat, de bloquer la prise de certaines décisions. Donc aujourd'hui, vous avez un système qui est bloqué. Ankylosé complètement. Voilà. Sami Kaïdi, on en parlait tout à l'heure, cette logique de normalisation. Et il faut dire que ces manifestations, cette répression que l'on voit finalement sur nos smartphones, comment on voit... Je fais pas comparaison n'est pas raison, mais je dis que aujourd'hui peut-être le Makhzen se sent libre de réprimer dans le sang, de tirer tout de même à balles réelles sur sa propre jeunesse, sa propre population. Il y a aussi ce contexte international. Il y a, on voit un génocide donc en cours. Et c'est son allié. Donc l'antitétionniste c'est son allié. Ce sont les mêmes méthodes. Ce n'est pas un hasard. Et le Maroc est aussi un pays colonial. Donc il y a aussi ce même ADN. Voilà. Et cette même logique, c'est-à-dire d'oppression. Le régime marocain oppresse le peuple sahraoui et oppresse le peuple marocain. Donc il y a cette logique coloniale et néocoloniale. Et en réalité, même sur le plan historique, c'est une continuité. Car si on remonte à l'indépendance du Maroc en 1956, 2 ans après, il y a la révolte du Rif qui a été réprimée dans le sang par Hassan II avec l'appui de plusieurs puissances occidentales qui ont fourni des armes et qui sont même intervenues directement pour tuer des civils, des femmes, des vieillards, à l'instar de ce qu'on voit avec l'antitétionniste. Et finalement, il faut... Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que le contexte justement international conforte un petit peu aujourd'hui, parce que le Maroc peut se dire tout le monde est occupé un petit peu avec des questions beaucoup plus importantes, il n'y aura pas de... Il y a ça, mais il n'y a même pas besoin de ça, car une partie des pays occidentaux vont soutenir la logique de répression, parce qu'ils ont des intérêts directs dans ce royaume moyenâgeux. Et on observe aussi que ce qui est particulier, c'est qu'il y a tout un système qui est fourni par certains pays occidentaux pour contrôler le peuple marocain. Il y a l'antitétionniste qui a fourni par exemple le système Pegasus. Il y a aussi le système Popcorn, on en parle un peu moins, mais c'est un système qui permet notamment en 2011 lors du mouvement du 20 février, qui a permis de contrôler l'ensemble des entrées et sorties des communications des Marocains. C'est-à-dire que les Marocains sont prisonniers d'un système de contrôle absolu sur le plan numérique, mais également sur le plan humain, avec tout un système de délation. Et tout cela, effectivement, le Maroc a professionnalisé sa barbarie en se mettant, en utilisant les méthodes du régime sioniste et d'autres régimes connus pour leur peu de considération pour les droits humains. Oui, je voulais juste dire que lorsque vous voyez, par exemple, toutes les tranches de la société marocaine, gauche, droite, islamiste, sortir dans la rue et dénoncer la normalisation avec l'État sioniste, c'est aussi une remise en cause de la politique étrangère du Maroc. Donc les Marocains considèrent aujourd'hui que le gouvernement ou le pouvoir qui le représente est un pouvoir illégitime. Il est illégitime. Le pouvoir, c'est particulièrement le roi. La décision de la normalisation, elle a été prise par lui. Il n'a consulté personne, ni le Parlement, et encore moins le gouvernement. Donc là, c'est une monarchie absolue. La monarchie est engagée dans ce... Et la normalisation, il l'a fait signer par Othmani, qui est parti, frère musulman marocain. Mais au-delà, aujourd'hui, les Marocains, dans leur grande majorité, considèrent que les gens qui les représentent sont illégitimes. C'est grave, il me semble, c'est que maintenant la personne du roi n'est pas aussi sacrée que dans le passé. Elle est remise en cause. Les manifestations. Maintenant,
on ne dissocie pas le roi du reste du régime. Oui. Le roi lui-même est attaqué à cause de la normalisation, mais à cause aussi des trucs. Il y a une crise de légitimité. Quand vous parlez, Madame Samir, que je crois, je ne sais pas si c'est comparable avec ce qui se passe en truc. Le Maroc est en train de tuer son propre peuple, alors que l'antisémitisme tue un autre peuple. Non, je parlais du contexte qui est favorable. Et le contexte, justement, le contexte est en faveur des jeunes. Oui. Parce que regardez comment l'opinion internationale s'est retournée contre l'antisémitisme pour ce qu'elle fait contre les Palestiniens. Parce qu'elle tue des civils. Or, le régime marocain risque d'avoir, et on le voit, j'étais étonné de voir des médias occidentaux parler de ces trucs-là. Ça veut dire que quelque part, on sent que il y a péril en la demeure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Oui. Je pense que les jeunes ne lâcheront pas la position. Oui. Je crois que ça ira de plus en plus crescendo et ça montera en cadence. Oui. Il y a une crise de légitimité et crise de la médiation. Aujourd'hui, les gens passent au-dessus des têtes de tout le monde parce qu'il y a une destruction des médiateurs ou de la médiation qui habituellement peut encadrer de telles protestations. Ils auraient été utiles, effectivement, dans ce contexte. Moi, je suis dans une autre réflexion. Initialement, ça devait être un mouvement pacifique. Et il n'est pas il n'est pas interdit de penser qu'on ait poussé ce mouvement à la violence, justement, pour essayer de le discréditer. Et ça peut justifier la répression. J'espère que les gens qui sont dehors... Sauf qu'il s'agit des jeunes. Oui. Sauf qu'il s'agit des jeunes, qu'il y a des morts, il y a du sang. Exactement. La grande situation du Makhzen, c'est que maintenant, c'est quasiment incontrôlable. Ouais. Si ça continue comme ça... Mais il y a aussi ce caractère... encore une fois comparable à l'entité sioniste, le caractère de l'impunité qui entoure, encore une fois, qui protège le Maroc dans toutes ses dérives. Si le peuple est prêt au sacrifice, et apparemment les jeunes le seront, ce sera difficile s'il est soutenu. Ils vont aller au choc, ils vont aller au truc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense que la monarchie est en train de vaciller. Monsieur Kaoubi, si les jeunes marocains poussaient donc le gouvernement et donc plus globalement le régime marocain dans ses derniers retranchements sur le plan économique, que peut concéder? Quels sont les moyens que le Maroc a, qu'il peut concéder dans cette situation? Actuellement, il a peu de moyens, il faut le dire. Donc, par rapport au déficit qu'il a, par rapport au Mais il engage beaucoup d'argent pour la rénovation et la construction des stades, pour la préparation de la CAN et de la Coupe du Monde. En contrepartie, le même pouvoir a délaissé les services publics. Et puis, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut répondre à un déficit. Mais il a trouvé les financements. Oui, trouver les financements pour soigner la façade qu'il veut se donner, l'image qu'il veut se donner vis-à-vis des médias et vis-à-vis d'une image qu'il veut véhiculer. Mais en contrepartie, c'est ça le paradoxe. Il y a un cours de ressources, c'est ce que vous diriez? Actuellement, oui, de ressources en termes de solutions à proposer. C'est ça l'échec dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un problème d'un déficit de légitimité extraordinaire. Et puis, d'un ADN... On peut s'attendre peut-être à 2 ou 3 choses. La première, c'est que Zil l'a dit tout à l'heure, c'est le fusible qui va sauter. Le gouvernement va changer. Il y aura peut-être un truc d'union nationale. Et puis, il y aura des prêts. Il y aura des prêts de certains trucs à trucs pour sauver. Parce que la seule chose, s'il faut calmer ces jeunes. Maintenant, moi, je suis de ceux qui disent, est-ce qu'on peut les calmer au point où ils en sont maintenant? Est-ce qu'on peut les calmer? Mais en tout cas, de nouvelles mesures politiques. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Un changement de l'accumulation a été telle qu'il y a un gap tellement important que les réponses anesthésiantes ne pourraient plus jouer le jeu. Maintenant, c'est beaucoup plus une remise en cause du système de gouvernance dont il s'agit actuellement. Oui, un système beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus regardant vis-à-vis des droits de l'homme, des droits économiques, des droits sociaux. C'est contre la nature du régime en place, on est d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on disait ça sera où. Maintenant, il y a de grands intérêts, parce qu'on parlait tout à l'heure d'une alliance entre... Parce que la lutte actuelle de ces rails, elle est aussi alimentée par des luttes
de domination de la chose économique. Bien sûr. Donc, Et surtout, et c'est ce qui rend un petit peu les choses difficiles et qui peut pousser les choses à l'embrasement et aux solutions les plus extrêmes. Donc, Samy. Oui. Je voudrais revenir sur un point. Rapidement. Si le fusible Arhanouch saute, il faudra, ça sera extrêmement intéressant car le roi apparaîtra en première ligne et là, sans jeu de mots, le roi sera nu devant sa population. Il y a quand même une logique qui est extrêmement intéressante. Par exemple, si on revient sur la plateforme Discord, qui a initialement pour les gamers, etc., qui est la source du point de départ de cette mobilisation. En quelques jours, elle est passée de 9000 membres sur le Gen Z 212 à 140 000 membres. Donc on voit bien que c'est exponentiel, qu'il y a une augmentation assez... Voilà, un effet même boule de neige. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une conversion entre des slogans à caractère socio-économique, on entendait beaucoup, on ne veut pas de stade, on veut des hôpitaux, on veut une éducation, etc., à des slogans qui commencent à se politiser. On entend karama, donc dignité, on entend horiya, donc liberté, et ces dernières heures sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, on voit même des jeunes arracher les portraits de Mohamed VI et les jeter. Donc il y a quand même quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose qui commence à prendre forme. Oui. Oui, je voulais juste rappeler que Arhanouch était en train de payer son tournant ultra-libéral. Depuis qu'il est venu en 2021, il a fait plein de réformes, il a fait plein de coupes dans les budgets, dans les transferts sociaux. Tout à l'heure, on parlait de la dette. Moi, j'ai un chiffre, c'est 135 milliards. La dette publique globale, c'est 135 milliards de dollars. Donc, et pour pouvoir la payer, bien évidemment, ils ont choisi la facilité, c'est de ne pas construire d'hôpitaux, ne pas construire de routes, ne pas faire d'électricité. Je voulais juste rappeler que la colère, elle était là, elle s'exprime tous les jours, mais pour faire le lien avec les hôpitaux, pourquoi les jeunes parlent des hôpitaux? Le facteur déclenchant, c'est un peu le détonateur qui a permis l'explosion, c'est la mort de femmes enceintes, faute d'hôpitaux, faute de... 8 femmes enceintes qui sont mortes successivement. Et c'est la colère, c'est ce qui a fait exploser la colère. Oui, mais la colère était déjà là. Elle était déjà là, mais c'est comme en 2016, avec Mohsen Friki qui a été écrasé dans une benne tasseuse. Et ça a donné une protestation d'une année, d'ailleurs, dont les braises, il suffit de souffler sur les braises pour que ça reprenne. Il n'a jamais été d'ailleurs complètement éteint. Toujours complètement éteint. D'ailleurs, le RIF est sur un baril de poudre. Comme le dit Sayachi, je crois que c'est tout le Maroc aujourd'hui qui est sur un baril de poudre. Merci beaucoup, messieurs. On a fait donc le tour de cette question. Donc, la situation au Maroc. Je remercie Dr Saïd Ayachi d'avoir accepté notre invitation, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et militant des droits de l'homme. Plus globalement, Mzine Charfaoui, merci. Samy Kaidi, merci à vous également. Et monsieur Mahfoud Kaoubi, merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis donc à très bientôt. Excellente suite du programme. Au revoir.